Bonjour à tous, je m'appelle David Pang, je suis consultant en gestion de la douleur et je travaille à l'hôpital Guy's in St. Thomas à Londres, au Royaume-Uni. Je tiens à remercier la Children's Tumor Foundation de m'avoir donné l'occasion de vous adresser lors de ce webinaire et j'espère que mon exposé vous sera utile. Pendant la prochaine demi-heure, je vais donc vous donner un aperçu de la douleur, de l'impact de la douleur sur les patients atteints de schwannomatose, de la manière dont nous classons la douleur, de ce que nous pouvons faire pour aider nos patients et enfin d'explorer quelques pistes pour améliorer un peu les choses. J'ai une formation en anesthésie, mais aujourd'hui, je me consacre essentiellement à la gestion de la douleur et plus particulièrement à la gestion des patients souffrant de douleurs intraitables à long terme, causées soit par des maladies connues mais incurables, soit par des maladies que nous ne connaissons pas, mais pour lesquelles nous avons exclu toute pathologie importante. La plupart de mes travaux se concentrent sur les adultes et en particulier sur les douleurs euh, musculo-squelettiques qui sont les plus courantes. Mais je travaille régulièrement avec le professeur Ross Ferner à l'hôpital Guy's and Thomas, avec qui je collabore depuis environ 8 ans pour essayer d'aider certains patients atteints de l'ANF et en particulier de schwannomatose à trouver des moyens de mieux gérer la douleur et de minimiser le handicap associé à celle-ci. Maintenant, une des choses qui est différente lorsque la douleur devient plus durable et chronique, et cela s'applique particulièrement aux patients atteints de neurofibromatose ou schwannomatose, c'est que ce n'est pas aussi simple qu'une simple sensation. Il est donc fréquent de voir des patients, malgré une charge tumorale qui ne semble pas assez significative, d'avoir une douleur persistante et invalidante. Et cette douleur est très variable. Elle n'a pas toujours une intensité constante qu'ils peuvent prévoir. Très souvent, elle peut être aléatoire. Elle peut survenir de manière inattendue et il est très fréquent pour les patients d'avoir des épisodes où la douleur s'intensifie et cela peut varier d'une durée très variable, donc avant de se calmer, et cela conduit à une incapacité significative, non seulement du côté fonctionnel physique, mais aussi du côté émotionnel et psychologique. Et nous pourrons explorer cela un peu plus tard. Pour illustrer mes propos, voici un homme qui est venu nous voir il y a quelques années mais qui avait une tumeur affectant son nerf sciatique. Il a résisté à de nombreux traitements médicaux. Tous les analgésiques n'ont pas donné les résultats escomptés. Il a essayé de nombreux traitements de physiothérapie. Il a vu des psychologues. Il a subi une désobstruction de la tumeur, mais ils n'ont pas réussi à l'enlever. Et il s'est retrouvé avec un handicap important et pendant de nombreuses années, il n'a pas fait beaucoup de progrès. Il a donc été envoyé dans notre centre pour voir si nous pouvions faire quelque chose pour l'aider. Lorsqu'il arrivait chez nous, voici comment il était capable de marcher. Vous pouvez voir qu'il a une démarche instable. On dirait presque qu'il va tomber et marcher jusqu'au bout du couloir et revenir lui a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Alors, je vais donc vous laisser vous attarder sur cette image pendant un petit moment pour voir, et c'est un patient typique que nous voyons. Nous avons souvent, au moment où ils viennent nous consulter, et beaucoup de surface de douleur. Ils ont souvent une quantité significative de handicap physique et de déconditionnement. Il nous a donné la permission de vous montrer ces vidéos.
et j'expliquerai un peu plus tard ce que nous avons fait pour essayer de l'aider et les résultats. Dans le passé, la douleur n'était traitée que comme un symptôme d'un problème sous-jacent. Il était donc plus important de traiter la cause de la douleur et d'administrer un peu d'analgésie pour rendre le patient un peu plus confortable. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'en réalité, la douleur elle-même peut représenter un fardeau très important pour la santé et une qualité de vie diminuée. Nombre de nos patients souffrant de douleurs chroniques ont une qualité de vie aussi faible que celle que l'on trouve dans le cas d'accidents vasculaires cérébraux ou de lésions nerveuses, de traumatismes. Il y a près de 10 ans, dans une étude, comme je viens de dire, réalisée il y a près de 10 ans, mais qui reste très, très valable. Elle montre que près des 2 tiers des patients souffrent de douleurs chroniques et que parmi eux, environ 18% sont gravement handicapés par ces douleurs. Alors, ils ont du mal à se rendre au travail, ils ont un impact important sur leurs relations, leur humeur et leur qualité de vie en général. La douleur dans la schwannomatose a souvent une qualité inhabituelle. Ce n'est pas une douleur typique due à la pression à laquelle on peut s'attendre si une tumeur appuie sur plusieurs parties du corps. Et beaucoup de ces patients décrivent souvent des symptômes assez diffus, une douleur qui s'étend au-delà de l'endroit où se trouvent les symptômes, et aussi une douleur qui peut être assez épisodique. Et cela rend les choses assez difficiles lorsque vous essayez de mesurer la douleur. En ce sens que si vous leur dites un jour, si vous les attrapez un jour où ce n'est pas trop grave, vous ne pouvez pas saisir l'étendue globale de la gravité de la douleur et parfois les patients sont assez frustrés, surtout lorsqu'ils viennent voir des professionnels de la santé et inévitablement, vous finissez par des voir lorsque la douleur n'est pas trop grave et leurs préoccupations peuvent être pas suffisamment prises au sérieux. Maintenant, pour beaucoup de ces patients, la douleur ne répond pas particulièrement bien aux médicaments analgésiques, et nous en parlerons un peu plus tard. Que faire si ces patients ont une douleur permanente et qu'il n'y a pas encore de procédure curative qui puisse enlever la douleur ou la désengorger pour qu'elle cause moins de symptômes? Mais que faire si on a dit à ces patients, écoutez, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Nous devons quand même trouver des moyens de gérer la douleur, de la soulager, d'autant qu'elle a un impact considérable sur leur vie. Ainsi, pour beaucoup de mes patients, les thérapies médicales ont été épuisées. Lorsqu'ils s'adressent à un grand nombre de services spécialisés dans la douleur, beaucoup de traitements conventionnels ont été essayés sans succès. Alors, que pouvons-nous published in the British Medical Journal in '95 in the section in the back called Minerva, which was the bit where I always que j'aime toujours lire parce qu'elle contient souvent un grand nombre de petites études, de cas intéressantes, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grande capacité d'attention pour en tirer le meilleur parti. Alors ici, voici un cas. Vous voyez un maçon de 29 ans qui avait sauté sur un gros clou. Vous pouvez voir sur ces photos qu'il a traversé son pied. Et chaque fois que l'on déplaçait le clou, il hurlait de douleur et il fallait le mettre sous sédatif pour pouvoir faire quoi que ce soit.
Alors, il s'agit là d'une présentation tout à fait compréhensible et vous pouvez vous imaginer voir ce genre de patient et vous ne penseriez pas vraiment que c'est inhabituel. Cependant, ce qui m'a frappé, c'est que lorsqu'on a enlevé la botte et retiré le clou, ce dernier n'avait pas pénétré le pied. Il est passé entre les orteils. Alors, il n'y a donc aucune raison pour que cela soit douloureux. Et pourtant, la douleur qu'il a perçue était très, très réelle. Ce qui m'amène à la diapositive suivante, qui est la définition de la douleur. La douleur n'est pas seulement un ensemble de signaux provenant de la périphérie et du petit cerveau. Ce n'est pas une sensation en soi. Voici donc la définition internationale que nous utilisons en tant que spécialistes de la douleur. Si vous regardez cette définition, les éléments clés sont les suivants. Il s'agit d'une expérience sensorielle et émotionnelle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. En d'autres termes, la douleur est ce que nos patients perçoivent. Elle ne doit pas nécessairement être associée à une blessure du corps lui-même. Nous avons tendance à percevoir la douleur comme une sensation et un mécanisme pour nous protéger. Mais dans certaines circonstances, cela ne fonctionne pas de cette façon. Elle n'a pas de composante physiologique ou adaptative. C'est lorsqu'elle devient, c'est lorsqu'on s'y intéresse en tant que professionnel de la santé que nous faisons appel à d'autres mécanismes. L'une des choses que nous laisse perplexes est de savoir pourquoi il y a une déconnexion entre la pathologie que nous voyons physiquement et la douleur elle-même, ainsi que l'impact de la douleur, ce qui nous amène à penser que la douleur n'est pas un biomarqueur particulièrement fiable pour la gravité de la maladie. Cette diapositive suivante montre le contraire. C'est un patient atteint de NF qui est entré dans ma clinique. Il a un peu mal au dos, mais il travaille encore à plein temps. Il arrive sans aide à la marche. Sa posture, bon, est un peu bizarre, mais c'est ce que vous voyez sur les radios. Il a une scoliose très importante et vous pouvez voir qu'elle s'étend sur tout le côté et revient au milieu. On pourrait supposer qu'il souffre énormément, mais en fait, il s'en sort plutôt bien. Bon, je lui ai donné une petite machine TENS et je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il s'en sort, il revient de temps en temps pour prendre des électrodes de rechange et c'est tout. Alors, lorsque nous examinons la douleur, nous ne la considérons pas seulement comme un phénomène purement sensoriel, mais nous voyons d'une expérience, nous voyons qu'il s'agit d'une expérience très personnelle qui comporte de nombreuses influences physiques et non physiques. Les signaux qui envoient la douleur et la façon dont nous la percevons sont des phénomènes complètement différents et la plupart d'entre nous apprendront à connaître la douleur au cours de notre vie. Donc, ce que nous savions dans le passé ne signifie pas nécessairement ce qui va se passer au fur et à mesure que nous vieillissons et apprenons. Et c'est un facteur assez important car cela signifie que la douleur peut changer et la façon dont nous réagissons à la douleur peut changer aussi en fonction de nos approches. Et le quatrième point ici est qu'il faut vraiment respecter la douleur de beaucoup de nos patients. Ce qu'ils disent. Une phrase très courante que je reçois est qu'ils n'ont pas l'impression que leur douleur est crue et bien que la douleur elle-même soit importante, elle peut avoir un effet négatif sur le handicap, la fonction physique et émotionnelle. Et lorsqu'elle se manifeste, c'est là que le rôle d'un professionnel de la santé peut être très important. Le dernier point est que même si l'expression de la douleur est souvent verbale, cela ne signifie pas nécessairement que la douleur n'est pas présente. S'ils ne peuvent pas l'exprimer, ce qui est très important pour les jeunes enfants
et les patients qui ont des difficultés cognitives. Alors, voici un diagramme qui regroupe un grand nombre de ces éléments, de sorte que vous pouvez voir l'expérience de la douleur au centre. Elle est affectée par des facteurs biologiques, cognitifs et psychologiques, ainsi que par l'environnement, en particulier les pratiques sociales. Et nous l'appelons le modèle biopsychosocial. Et nous l'utilisons dans le domaine de la douleur chronique comme base de toutes nos approches et thérapies. Et c'est un modèle qui est également utilisé dans d'autres spécialités. Dans les prochaines diapositives, nous allons parler un peu de la façon dont la douleur est modulée dans différentes zones du système nerveux, ce qui explique pourquoi elle peut varier d'un individu à l'autre. Donc ici, à la périphérie, si vous avez une inflammation et une lésion permanente, vous pouvez provoquer une sensibilisation accrue qui peut être assez prolongée dans le champ récepteur de la douleur, et ce qui se manifeste par une douleur plus longue et plus étendue. Et je veux m'éloigner de l'idée que la douleur était une sorte de circuit neuronal passif, mais ce que nous voyons, c'est que la douleur, arrivant par des voies ascendantes, peut en effet avoir un certain nombre de portes et de filtres où les neurones supérieurs du second ordre peuvent affecter les signaux réels qui passent. Et c'est justement cet équilibre de signaux provenant à la fois des neurones inhibiteurs et des neurones exogènes qui détermine le degré de douleur que nous ressentons. Comme vous voyez le voir sur la diapositive suivante, il existe un certain nombre de domaines dans lesquels la douleur peut être modulée. Et cela est évident ici, où un nombre élevé d'afférences douloureuses ne produira qu'un petit nombre de neurones de sortie spinaux, de sorte qu'un traitement important a lieu avant même que nous atteignions les senseurs supérieurs. Et ce que nous remarquons un peu plus maintenant, c'est que la douleur n'est pas seulement régulée par les cellules neuronales, mais aussi par les tissus non nerveux, notamment les cellules impliquées dans l'immunologie et l'inflammation. De nombreux travaux sur les cellules gliales et les cellules de soutien commencent à nous faire comprendre comment la douleur peut être sensibilisée, régulée et perpétuée par ces structures de soutien. Alors, cela conduit à un concept appelé sensibilisation centrale, dans lequel donc une stimulation nocive répétée peut commencer à amplifier la réponse à la douleur. Normalement, il s'agit d'un processus physiologique adaptatif. Le corps ne veut pas vraiment que vous ignorez la douleur, et si vous essayez de l'ignorer, elle devient de plus en plus forte. Alors, la sensibilisation centrale est normalement de courte durée et régresse dès que le stimulus ou la pathologie disparaît. Mais lorsqu'elle se prolonge, alors vous avez développé un mode de traitement de la douleur qui est amplifié. Et c'est ce que nous pensons être une raison importante pour laquelle certains de nos patients développent une douleur chronique et persistante. Maintenant, les mécanismes qui expliquent pourquoi le système ne s'éteint pas ne sont pas entièrement compris, mais nous avons vu un certain nombre de médiateurs potentiels affectant les cellules gliales du système nerveux et les cellules du système inflammatoire qui affectent le système nerveux, en particulier au niveau de la moelle épinière et peut-être même des senseurs plus élevés. Nous pouvons observer ce phénomène en laboratoire et c'est un domaine de recherche assez intense dans lequel nous essayons de trouver des médiateurs moléculaires d'insensibilisation que nous pouvons cibler comme thérapie. Un exemple que vous voyez ici est un récepteur NDA que nous utilisons comme cible analgésique avec la kétamine.
Mais jusqu'à présent, cela n'a été utile que pour les douleurs à court terme et moins utile pour les douleurs à long terme en raison du risque de dépendance et d'effets secondaires. Les aspects psychologiques cognitifs de la douleur ont joué un rôle crucial dans le développement de meilleures stratégies de gestion à long terme. La plupart des centres de gestion de la douleur ont un psychologue, et ça, c'est là pour une très bonne raison. La douleur n'est pas seulement gérée physiquement, mais beaucoup de nos patients bénéficient également de l'utilisation d'une approche cognitive. Mais l'une des plus grandes barrières reste la perception que la douleur est dans ma tête. Mais une fois qu'ils sont capables de surmonter ces croyances inutiles, ils peuvent voir beaucoup d'améliorations. Comme vous le voyez dans les senseurs élevés de neurobiologie et dans des études telles que l'IRM fonctionnel, les aspects cognitifs et supérieurs de la douleur sont extrêmement importants. Cela signifie donc que la douleur, parce qu'elle est plus qu'une simple sensation et une expérience, n'est pas toujours en corrélation avec l'ampleur de la pathologie et nous espérons pouvoir commencer à vous convaincre de ce concept important. Je mets à nouveau une diapositive pour rappeler l'importance des facteurs non physiques et non biologiques dans la douleur chronique. Ainsi, lorsque nous évaluons un grand nombre de nos patients, il ne s'agit pas seulement de poser des questions sur la douleur elle-même. Lorsque la douleur s'installe dans la durée, nous commençons à examiner l'impact réel de la douleur sur la fonction physique, le bien-être psychologique et la qualité de vie. La mesure de l'intensité et de la qualité de la douleur peut donc se faire à l'aide d'une simple échelle en 4 points. Douleur légère, modérée, sévère ou aucune douleur. Vous pouvez également utiliser une échelle numérique de 0 à 10, 0 étant l'absence de douleur, 10 étant la pire douleur possible. Une autre façon de procéder est d'utiliser une échelle analogique où la gauche correspond à l'absence de douleur, la droite, la douleur la plus intense et où le patient doit simplement marquer une petite croix à l'endroit où il pense avoir mal. Cette échelle peut également être utilisée de manière visuelle et en utilisant les visages, ce qui est particulièrement utile chez les enfants. Pour les enfants qui sont moins capables de communiquer, nous pouvons utiliser des échelles comportementales ou même physiologiques, bien qu'elles soient moins efficaces et moins précises. Les mesures de la fonction physique peuvent être effectuées à l'aide de questionnaires remplis par les patients, mais nous pouvons aussi utiliser les mesures de résultats réels en examinant, par exemple, la distance qu'ils peuvent marcher, le mouvement des articulations, etc. L'évaluation de la fonction psychologique du bien-être et de la fonction émotionnelle se fait le plus souvent par auto-évaluation et il existe un certain nombre de questionnaires qui permettent de le faire. L'un des problèmes liés au grand nombre de ces questionnaires est d'essayer de trouver quelque chose qui soit assez simple dans la pratique clinique, sans devenir une charge trop lourde pour les patients. Et dans un contexte de recherche, nous avons généralement beaucoup de temps pour remplir ces questionnaires, mais dans une clinique très active, ce n'est pas toujours possible. Nous espérons que les dossiers médicaux électroniques faciliteront cette tâche à l'avenir. Les mesures globales peuvent donc être utiles, surtout lorsqu'il s'agit de faire le suivi des patients. Elles sont un peu moins susceptibles d'être influencées par les variations journalières. Les prochaines diapositives portent sur les types de douleurs spécifiques que nous observons. Nous essayons de phénotyper la douleur, non pas en fonction de sa cause, mais en fonction de certains de ses mécanismes. Il s'agit ici de la douleur la plus courante et nous l'appelons la douleur nociceptive. Et c'est le type de douleur que l'on s'attend à voir en cas de lésion tissulaire, de traumatisme ou de pathologie perceptible. La douleur neuropathique est l'autre phénotype. Et c'est quelque chose que nous voyons probablement un peu plus dans la schwannomatose et qui décrit les douleurs qui sont causées par des troubles du système nerveux. Et assez souvent, les patients décrivent ces douleurs comme une sensation assez inhabituelle,
pas la typique douleur sourde, mais plutôt comme quelque chose comme un tir, un choc électrique chaud et froid. Parfois, ils sont des symptômes tels que le grouillement sous la peau ou des zones où la peau est super sensible. Souvent, les patients ont même du mal à décrire cette douleur parce qu'elle est assez inhabituelle. Et beaucoup d'entre eux pensent que parce qu'elle est difficile à décrire, cette douleur, ils craignent que les gens ne les croient pas. L'une des caractéristiques de cette couleur est qu'elle répond de ces douleurs est qu'elle répond très très mal aux analgésiques standards et que lorsque les patients en souffrent, elle est associée à une moins bonne qualité de vie. Plus récemment, une troisième classification a été établie, appelée douleur nociplastique. Il s'agit ici d'une douleur qui survient en l'absence de toute preuve réelle d'un dysfonctionnement du système nerveux ou de lésions tissulaires. En d'autres termes, une douleur qui n'appartient pas aux deux premiers groupes. Il s'agit de la douleur qui, selon nous, est influencée de manière significative par les états de sensibilisation sensorielle. Les exemples de ces douleurs sont les douleurs généralisées que l'on observe dans la fibromyalgie, le syndrome de côlon irritable, le syndrome de la douleur vésicale. Ce qui est intéressant, c'est que ces douleurs sont souvent considérées avec suspicion par beaucoup d'entre nous dans la profession médicale. Et cela n'est pas surprenant, étant donné qu'une partie de la définition implique l'absence de pathologie physique facilement discernable et que très souvent, les patients ne développent pas seulement la douleur elle-même, ils ressentent en fait d'autres zones ou régions où ils sont un peu plus sensibilisés et où ils éprouvent une fatigue y associée, un dysfonctionnement cognitif et d'autres symptômes non spécifiques. Il s'agit ici d'un petit algorithme qui peut s'avérer très utile pour déterminer l'existence d'une douleur nociplastique. Et l'une des choses importantes est que la douleur nociplastique peut coexister avec tous les autres types de douleurs nociceptives et neuropathiques, tout comme les crises tumorales peuvent coexister avec une véritable épilepsie. La partie suivante de l'exposé sera donc: que pouvons-nous faire pour aider à gérer nos patients? Et les trois principaux éléments sont d'essayer de réduire l'intensité de la douleur, de les réhabiliter d'un point de vue physique et psychologique, puis de cibler les mécanismes qui peuvent amplifier et rendre la douleur plus forte qu'elle ne l'est réellement. Et la meilleure façon d'y parvenir est d'adopter une approche multidisciplinaire et interdisciplinaire. Encore une fois, la reconnaissance de la douleur que ressentent beaucoup de nos patients est la première étape. L'idéal serait donc de supprimer complètement la douleur, mais ce n'est pas toujours possible. Et généralement, si par exemple une chirurgie curative n'est pas possible, nous adoptons souvent une approche pharmacologique dans un premier temps. Aujourd'hui, près de 2 tiers de nos patients ont eu recours à l'analgésie avec un nombre médian de 3, ce qui vous indique probablement que ce n'est pas particulièrement efficace. Et vous pouvez voir les différentes classes d'analgésiques disponibles. Le problème est que, malgré l'énorme quantité de recherches effectuées pour développer de nouveaux médicaments, nous n'avons pas vraiment vu de percée depuis de très nombreuses années. Mais l'une des choses que nous constatons est l'effet indésirable de médicaments tels que les opioïdes, qui ont été attribués à une augmentation de la mortalité sans vraiment améliorer la prise en charge globale de la douleur. En résumé, les médicaments peuvent être très utiles s'ils sont utilisés dans le cadre d'un plan, mais ils ne sont pas vraiment utiles en tant que thérapie autonome, à moins qu'il ne s'agisse d'une thérapie à court terme. Alors, comment cibler certains de ces mécanismes sans trop de la douleur? L'une des choses est que si vous avez un degré élevé de sensibilisation centrale, un grand nombre de traitements biologiques ne fonctionnent tout simplement pas ou sont associés à de nombreux effets
indésirables. L'un des points de départ est l'examen de mesure du mode de vie. Et d'une certaine manière, cela pourrait être une mesure non seulement de la douleur, mais aussi de la santé en général. Mais nous nous concentrons sur les questions de mode de vie liés à la douleur, l'éducation des patients et les soins de soutien. Et ce qui est important, ce sont les approches cognitives spécifiques que nous utilisons. Et il est très important qu'elles soient appliquées par un psychologue expérimenté qui reconnaît les approches particulières que la douleur chronique requiert. L'un des modèles que nous utilisons s'appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, Acceptance and Commitment Therapy en anglais. Au lieu d'essayer de changer les croyances des gens, nous cherchons plutôt à savoir comment nous pouvons nous concentrer sur les croyances qui sont utiles en adoptant une approche davantage basée sur les valeurs que sur les objectifs. Voici une diapositive qui reprend certains des principes de ce type d'approche. Je pense qu'à l'avenir, la recherche pourra contribuer à trouver de meilleurs traitements pour les patients, notamment en examinant différents types de thérapies. Comme nous l'avons vu précédemment, les médicaments ne semblent pas jouer un grand rôle, mais nous n'en avons pas eu de nouveau depuis longtemps. Comment pouvons-nous améliorer notre connaissance de la douleur dans la schwannomatose afin de pouvoir adapter les thérapies spécifiques à ce groupe plutôt que d'adopter une approche générale? Et la troisième question est la suivante. Pouvons-nous trouver de meilleurs biomarqueurs de la douleur et de meilleurs indicateurs de résultats? Après tout ce que nous mesurons est subjectif. Je vais passer les prochaines diapositives à parler de cette thérapie qui n'est disponible que depuis peu et qui consiste à utiliser la stimulation de la moelle épinière et le champ électrique pour gérer la douleur. Elle peut s'avérer très utile pour les patients qui présentent une composante neuropathique importante. Dans le passé, nous ne pouvions pas l'appliquer à ce groupe de patients parce qu'il n'était pas compatible avec l'IRM, mais cette restriction n'est plus un problème. Et cela implique l'utilisation de petites électrodes cylindriques placées dans la colonne postérieure de la colonne vertébrale afin que les champs électriques qu'elles émettent puissent activer les circuits inhibiteurs de la moelle épinière et réduire la douleur. Ce traitement a été mis au point dans les années 60 et n'a donc rien de nouveau, mais il pourrait s'avérer très utile pour ce groupe de patients à l'avenir, maintenant que l'IRM n'est plus un problème. Voici l'exemple d'une femme qui avait une tumeur autour du nerf sciatique et à qui on a implanté 8 électrodes, dont 2 dans la colonne postérieure il y a environ 7 ou 8 ans et elle se porte vraiment très bien. Il y a donc beaucoup de travaux passionnants sur les nouveaux récepteurs, en particulier dans les périphéries, sur les vanilloïdes à potentiel de réception transitoire et sur les types de canaux sodiques spécifiques comme les canaux sodiques 1, 7, 8 et 9 qui sont les canaux spécifiques médiateurs de la nociception. Un autre marqueur tel que le facteur de croissance des nerfs qui joue un rôle dans le développement des nocicepteurs ainsi que dans leur fonction est devenu une cible prometteuse. Voici un article qui montre que le prélèvement d'un échantillon de liquide sur des schwannomes douloureux peut augmenter la sensibilisation au niveau des racines nerveuses et des ganglions dorsaux. Ceci est médié par le récepteur TRPV1. Comment mettre tout cela en place? Et ce que nous pensons être la meilleure approche est d'utiliser un parcours multidisciplinaire qui fait appel à des professionnels de différents domaines, ce qui se reflète dans le fait que la douleur est une qualité multidimensionnelle, de sorte que la prise en charge de la douleur par un seul clinicien n'est plus vraiment considérée comme une norme de soins. Et je pense que le meilleur résultat est obtenu par la coordination entre de nombreuses disciplines différentes. Et pour illustrer cela, vous vous souvenez peut-être de cet homme qui avait du mal à marcher et dont je vous ai montré un peu de la fonction
un peu la fonction physique qu'il avait lorsqu'il est venu nous voir au début. Mm. Alors, on a pu améliorer son état émotionnel et sa fonction physique que vous ne pouvez malheureusement pas voir dans cette diapositive en adoptant une approche qui implique à la fois la réhabilitation physique et la psychologique ainsi que la gestion de ses médicaments et de ses valeurs. Donc, on avait commencé avec les traitements initiaux et sont devenus plus disciplinaires ensuite. Pour conclure, la douleur n'est pas un phénomène sensoriel unique, mais en effet une expérience aux multiples dimensions, influencée non seulement par des facteurs biologiques, mais aussi par des problèmes psychologiques et sociaux. Si nous ne gérons pas bien nos patients, ils présentent un handicap assez important. Mais nous avons beaucoup de travail pour essayer d'améliorer les traitements, les marqueurs et les moyens de mesurer les résultats. Voici donc la dernière diapositive. Je tiens à m'excuser d'avoir été un peu trop lent, mais je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonjour à tous, merci David pour cette présentation. Maintenant, nous passons à la séance de questions-réponses et nous avons un public en fait assez timide. Alors, je vais commencer avec une question. Si j'ai bien compris, voilà, je vois une question de Nicole Zimmerman. Bon, des excuses pour le petit problème technique que nous avons eu où l'écran a été figé pendant quelques instants. Est-ce que vous pouvez expliquer les traitements utilisés pour la personne que vous avez présentée? Oui, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Bon, je vais partager un peu mon écran très brièvement, si vous permettez, pour voir un peu à quel point le traitement en fait a été efficace. C'est possible? Vous pouvez nous montrer? Oui, on va essayer. Pour répondre à la question, il s'agit d'une personne qui n'avait pas seulement des douleurs physiques, mais beaucoup d'handicaps trait à la douleur dans ses activités quotidiennes, même le fait de porter ses vêtements, de marcher, et un impact aussi émotionnel. On est concentré de pas seulement lui donner différents exercices, il avait déjà eu ce genre de thérapie, mais de voir quelles sont les différentes barrières qui l'empêchaient de se déplacer, par exemple. Et on a trouvé qu'il y avait des aspects psychologiques et cognitifs. Et il avait beaucoup de culpabilité. Bon, il voulait faire partie de l'armée, par exemple. Il avait vu certains de ses copains qui sont morts en Afghanistan et cela avait eu un impact sur lui psychologiquement et sur le plan cognitif. Donc, il y a bon nombre de spécialistes qui, en se servant de différents principes, de bien accepter la personne et qu'on peut accepter donc différentes des questions qu'il confrontait et qu'il estimait qu'on pouvait traiter.
Et ensuite, de voir, de pas uniquement s'occuper de la condition sous-jacente, mais vu sa condition, est-ce qu'on peut faire évoluer différentes stratégies pour mieux s'adresser à la douleur? Est-ce que c'est la douleur qui me bloque ou c'est simplement cette croyance que cette douleur va m'empêcher d'avancer? Donc, il avait déjà essayé toutes sortes de traitements, d'injections, de médicaments, de chirurgie. Il avait même un stimulateur spinal. Mais c'est de faire face à différents défis cognitifs. Et c'est cela qui a permis d'améliorer sa situation. Bon, je vous remercie. Nous avons une question qui vient d'un patient en français et je vais demander donc de répondre en conséquence. C'est Catherine qui pose la question. Les épisodes douloureux, paroxystiques que les patients peuvent connaître sont vraiment des phénomènes traumatiques. Ce qui fait que cela donne une attitude de protection. Alors, elle voulait savoir justement si cette question avait déjà été étudiée pour ce genre de malade, NF. Bon, excellente question. En général, pas uniquement pour la schwannomatose, mais pour d'autres conditions qui provoquent la douleur. Et très souvent, quand on se penche sur la douleur, ce n'est pas un état fixe. En général, il y a toute une évolution, des oscillations, et bon nombre de nos patients décrivent ces douleurs épisodiques. Et c'est ce qui est très difficile à gérer. Très souvent, quand on voit les spécialistes, peut-être que la douleur n'est pas trop vive et pour nombre de personnes ne vous croient pas. Mais l'approche dont nous nous servons est toujours pareille. Ce qui est difficile, c'est comment mesurer ces douleurs paroxystiques. Et au lieu de tâcher de capter, de mesurer la douleur, non, mais de voir quel est l'impact de ces douleurs mentalement et physiquement. Mais en parlant des différentes échelles qui vous permettent d'évaluer ce genre d'impact sur la vie des patients, est-ce que vous estimez qu'elles devraient être adaptées, ces échelles, pour la schwannomatose ou pour mais je ne parle pas de l'intensité, je parle de la qualité de vie et l'impact sur les fonctionnements physiques et émotionnels. Est-ce que vous pensez que ces échelles pourraient être utiles pour la schwannomatose? Une question difficile. Je pense que les échelles standards sont cognitives. Quand on parle de l'intensité de la douleur sur 1 à 10, ou une échelle du même type. Ce qui serait plus utile, c'est une échelle qui comprend différentes composantes, par exemple le fonctionnement, les aspects émotifs, émotionnels. Pour la schwannomatose, bon, je pense très difficile de en trouver une qui est unique pour la schwannomatose. Il faudrait compenser pour assurer que quand un patient mesure la douleur, quels étaient les éléments cohérents à travers différentes conditions pour cette condition. Donc, je pense que ce qu'il conviendrait de faire, c'est de voir les différentes échelles qui existent et voir comment celles-ci s'appliquent bien à la qualité de vie, des mesures de qualité de vie générale. Et si on trouve que c'est utile, on peut s'en servir. On peut s'en servir aussi comme mesure générale lors de recherches cliniques et autrement. Développer une échelle serait l'étape suivante, mais ce serait une démarche assez difficile, assez significative. Mais ça pourrait être utile pour développer une telle échelle pour la douleur associée à la schwannomatose ou une échelle qui est composite. Et, en ce qui concerne les différentes échelles pour valider, pour les conditions de la schwannomatose, ce serait la première étape d'avoir des échelles qui mesurent l'impact sur la qualité de vie. Car moi-même, j'ai quand même certains comptes rendus anecdotiques
en ce qui concerne la douleur associée à la schwannomatose pour différents centres qui ont étudié différents patients. Mais combien de patients il faudrait avoir pour faire une bonne étude de validation? Oui, une autre question difficile. Au moins 30 ou 40 au départ. 30 ou 40, vous dites. C'est pas facile. Bon, la difficulté pour valider les différents systèmes de mesure de la douleur, c'est que Winston, enfin, c'est l'échelle standard. Il faut voir les différentes expériences et les différents résultats à court terme. Donc, vous mesurez une mesure subjective vis-à-vis une autre qui est subjective. Et quand on parle de validation, c'est pas une véritable validation, c'est ce qu'on peut dire peut-être une semi-validation. Bon, nous avons une autre question de Nicole Zimmerman qui vous remercie. Bon, vous avez parlé de kétamine. Est-ce que vous parlez d'une thérapie de kétamine pour aider à la fois avec la douleur physique et émotionnelle pour la NF? Oui, j'en ai parlé. C'est utilisé essentiellement pour les patients du fait des effets secondaires. Donc, un analgésique dans nos centres, comme soulagement palliatif. Et ça a des impacts aussi à la fois émotionnels et physiques, mais pour l'impact émotionnel, il faut s'en servir à plus longue durée. Donc, c'est utile pour les patients à court terme, pour les patients qui ont beaucoup de douleurs neuropathiques et ont développé, donc on s'en servit de ces analgésiques car ça fonctionne sur ce mécanisme de la douleur. Donc, il y a certaines études assez probantes pour se servir d'extraits de cannabis, mais pour l'instant, c'est tout à fait expérimental. Et il semble que ça peut aussi aider sur le côté émotionnel. Et on a vu quelques comptes rendus où ils peuvent être utilisés. Bon, la kétamine peut avoir un impact du côté émotionnel, mais les effets secondaires sont peut-être trop élevés pour un emploi à long terme. Merci, David. J'ai une autre question. Je vais la poser maintenant. C'est une question qui vient de moi-même. Je me demande si vous avez eu des expériences avec un expert en maladie et s'il y a en effet une expérience qui est liée à la schwannomatose, où vous dites que pour cette maladie, le patient a la même douleur. En effet, ce sont les douleurs neuropathiques. Le problème est que c'est difficile pour trouver cela. Les patients de schwannomatose sont uniques parce que les douleurs sont très, très épisodiques. La maladie qui est la plus proche de cela, ce sont les patients qui ont des problèmes avec la sensation, c'est-à-dire une douleur qui vient et qui passe et qui n'est provoquée par rien de spécial. C'est ce type de douleur qui résiste aux douleurs, aux médicaments, aux analgésiques normaux. Et puis, est-ce qu'il y a des rapports d'anecdotes? Est-ce que vous avez peut-être une expérience avec des patients qui ont de ces douleurs neuropathiques? Et vous avez parlé de la douleur nociplastique. Oui, à mon égard, la raison primaire, c'est la neuropathie, mais c'est aussi la pathologie elle-même, hein. La pathologie le rend valide. La douleur nociplastique est un
concept récent. Alors, c'est lorsque la douleur commence à se répandre, alors la douleur affecte la sensibilisation du corps dans son entièreté. Et lorsque la douleur n'est pas bien traitée ou lorsque la douleur est seulement traitée par des analgésiques, pas dans son entièreté, c'est alors à ce moment-là où la douleur se répand partout. Et les patients se concentrent trop à ce moment-là sur leur douleur. Et puis, c'est là où la douleur prend le devant. C'est anecdotal, donc c'est une anecdote parce que c'est très récent, cette découverte. Mais au début, la douleur nociplastique ne joue pas un grand rôle pour les patients de schwannomatose. Mais plus tard, lorsque la douleur se répand, alors à ce moment-là, ça devient un plus grand problème. Ce qui nous mène à une autre question de Catherine, hein, la patiente de France. Il y avait une étude post-mortem sur un patient et qui a lié la douleur de la schwannomatose ou d'une autre maladie au suicide. Donc, chez les patients qui se sont suicidés. Donc, est-ce que là, il y a eu des études faites hein, post-mortem? Non, en effet, j'ai seulement entendu parler d'une telle étude, mais c'était une autre maladie, une autre douleur. Mais ce qui était intéressant, c'est que cela montre, de même que la douleur se trouve à l'extérieur du système nerveux central, au fur et à mesure où le système se développe, euh, alors là, il y a une formation et c'est un sujet qui est très intéressant. Donc, la douleur chronique affecte les gliales dans la moelle épinière. Et on a vu avec toutes les études qu'on a fait, on a vu cette tendance. Mais ça peut être quelque chose de prometteur hein, dans l'avenir. Je ne vois plus d'autres questions. Mais bon, vous avez dit que l'IRM ne pose plus de restrictions lorsque vous faites l'étude sur la douleur chez les patients. Mais en termes pratiques, est-ce que c'est toujours une restriction peut-être ou pas? Bon, tout d'abord, l'IRM a été fait avec des stimulateurs neurales et dans le passé, c'était pas compatible. Mais ce problème technique a maintenant été surmonté. Mm. Mais si l'IRM fonctionne bien avec la douleur, c'est une question fascinante. On l'utilise de plus en plus. L'IRM, à l'époque, a été utilisé aussi pour diagnostiquer la douleur, mais on va voir maintenant si on peut aussi l'utiliser pour atténuer la douleur. On voit certains modèles de la douleur et il y a le flux sanguin qui suggère dans un domaine du cerveau que cela pourra aider. Mais on n'est pas encore arrivé au bon endroit. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé mais on est en train d'explorer différents domaines du système nerveux. Donc, il me semble important pour traiter la douleur dans les domaines avec une stimulation transcrânienne. Cela me semble être prometteur. Oui, parce que toutes ces thérapies aussi requièrent du patient de se déplacer. C'est ce que j'ai voulu dire par la pratique aussi. Aussi, pour avoir une idée, vous travaillez à Londres dans le centre. La plupart des patients qui vivent
dans le sud de l'Angleterre arrive chez vous. Mais est-ce que vous pouvez me donner une idée du nombre de stations qui ouvrent les portes où les patients peuvent arriver? En effet, moi, je vois les patients qui ont une douleur significative. Mais il y a beaucoup d'autres cliniques satellites qui envoient leurs patients chez moi. À peu près, j'ai à peu près 2 ou 3 patients chaque mois. En effet, c'est très peu parce que vous avez pratiquement la grande majorité des patients dans le pays. Oui, j'obtiens les patients qui ont été référés par l'équipe, mais en effet, moi-même, je ne vois qu'un tout petit nombre de ces patients moi-même. Mais merci beaucoup. En effet, je ne pense plus avoir d'autres questions. Je me demande s'il y a quelque chose qui vous est sauté à l'esprit au cours de notre discussion, que vous voulez encore partager ou que vous voulez discuter. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Merci de m'avoir invité. En effet, ces questions sur la douleur dans la schwannomatose, il y a toujours ces questions qui restent, mais c'est formidable que CTF se penche là-dessus et beaucoup de patients se plaignent à cause de cette douleur. Et souvent, les cliniciens à l'époque ont dit bon, pas de problème, je vous donne des analgésiques et voilà, ça va. Donc, c'est très, très important d'avoir cette conversation sur la gestion de la douleur et de trouver de nouvelles voies pour aider les patients. Également pour les aider avec une meilleure qualité de vie, plutôt que de seulement se pencher sur les médicaments. Et je suis encouragée et j'espère que dans l'avenir, on peut aider la gestion de la douleur chez les patients encore davantage. Merci beaucoup, David, pour cette conférence. Merci pour avoir partagé toutes vos expériences que vous avez eues avec les patients affectés par la schwannomatose avec nous aujourd'hui. En absence d'autres questions brûlantes que je ne vois pas apparaître dans le chat, c'est la conclusion de notre webinaire. J'espère que cela vous a plu. Merci à l'audience pour les questions. C'est le dernier webinaire de cette année 2022. On va se revoir dans la nouvelle année en 2023 avec de nouveaux webinaires enthousiasmants. Ce webinaire va être affiché sous notre site sur YouTube. On va également vous envoyer un email dès que cela soit fait. J'espère de vous revoir pour le prochain masterclass en 2023. Merci.